Je m'en vais présenter déjà le CUD, qui est un collectif mis en place par les universitaires après les récents événements que nous avons tous suivis. Donc, le CUD, le collectif des universitaires pour la démocratie, est une association apolitique qui essaie de répondre aux questions d'ordre à travers donc, des observatoires qui ont été mis en place. Le CUD va essayer de donner son point de vue, d'alerter sur les questions d'ordre économique. On a un observatoire économique, un observatoire juridique et politique et un observatoire de l'imaginaire. Parce qu'on a besoin de se poser des questions sur l'avenir, mais aussi sur le passé de nos sociétés pour avoir une vision beaucoup plus claire du citoyen, du type de citoyen que nous voulons avoir. Donc, je m'en vais peut-être faire un tout petit rappel historique de ce qui nous est encore cher, c'est-à-dire l'État. Les marxistes avaient théorisé la disparition de l'État. C'est tout à fait le contraire qui s'est passé. En tout cas, c'est le moindre mal qu'on a pu trouver. Et on a vu que depuis l'Antiquité, les trois éléments qui constituent l'État, c'est-à-dire le territoire, la population, le pouvoir, ont existé, et que l'État, au XVIe siècle, sous la plume de Machiavel, a inventé une chose extraordinaire qui continue à toujours poser problème, c'est le pouvoir institution, donc l'institutionnalisation du pouvoir. Cette institutionnalisation du pouvoir pose toujours problème parce qu'on a du mal à faire la distinction entre nous, la personne que nous sommes, et le pouvoir en tant que personne morale. Je pense que toutes nos problématiques sociales et sociétales viennent de cette question-là. Donc, on a pu théoriser avec Machiavel sur la séparation des pouvoirs, qui est toujours d'actualité. Pourtant, une théorie qui date du XVIe siècle, mais est toujours d'actualité. Parce que l'humain a toujours tendance à concentrer les pouvoirs entre ses mains. Donc, ces abus de pouvoir étaient déjà prévus, mais rien à faire. Donc, on est toujours dans ces questions-là qui posent problème. L'aménagement du pouvoir aussi pose problème. La question de l'administration, on a vu que nos administrations, depuis les programmes d'ajustement structurel que le professeur Pendabo a souligné tout à l'heure, on a connu cette période de moins d'État, mieux d'État. Et c'est depuis longtemps, alors depuis ces années 80, qu'on a pu voir une dévalorisation de l'administration qui n'est pas accessible quand vous ne connaissez pas quelqu'un ou quand vous n'avez pas un billet sous la main. Ça aussi, c'est un problème pour nos États. L'autre type de problème relatif aussi à l'aménagement du pouvoir, c'est la décentralisation. On a connu l'acte 2 en 1996, un programme très ambitieux. Au lieu de revoir l'acte 2, on s'est dit non, on va tout laisser là-bas, on va faire un acte 3. Alors que l'acte 2, que j'ai eu la chance de suivre personnellement avec le ministre Touré, on n'avait même pas, dans les textes, rendu accessible tout ce qu'il y avait comme travail. Les travaux préparatoires de l'acte 2 sont tellement énormes. Même les conseils de quartier, les assemblées de quartier étaient prévues dans cet acte. Mais on a tout laissé tomber, on a repris à zéro pour dire un acte 3 et créer une floraison de communes sans avoir les moyens pour suivre leur exploitation et leur administration. Donc, à travers toutes ces questions-là, va s'ajouter le fait que nous sommes un État décolonisé. Au moment de la décolonisation, on n'a pas pu avoir des textes qui venaient de nous-mêmes. Ni d'ailleurs, comme le dit souvent le professeur Pendabo, une université qui est de la nôtre. C'est une université française qu'on avait et qu'on a continué à faire fonctionner tant bien que mal. Donc, des textes qui étaient copiés et collés directement chez nous, 50 ans après, 60 ans, on en est à 60 ans, ça fait même plus de 60 ans, est-ce qu'aujourd'hui, l'ordonnancement juridique de nos États
correspond à ce que nous voulons. Ça, c'est un problème éminemment important auquel il faudrait qu'on s'attaque pour que cette question d'égalité-là puisse être opérationnelle. Nous avons des textes déjà incompris par les populations parce qu'ils ont, quand vous faites des projets, vous voyez tout de suite qu'il y a un droit, mais qui est officiel. Le droit officiel ne règle pas le problème, donc il ne l'applique pas. Elles vont s'agripper à des coutumes qui les aident à arranger le problème et résoudre le problème de sécurité, en fait. Donc, sous deux angles, je m'en vais discuter toutes ces questions-là. Déjà, pour le premier point, sur le respect de l'état de droit. L'état de droit pose problème dans nos pays. Mais parce que simplement, déjà, il y a la méconnaissance du droit qui pose problème. Il y a aussi l'oralité qui pose problème. Nous avons une tradition orale plus qu'écrite. Nous avons aussi un système judiciaire tellement lent que les populations ne sont pas toujours dans le choix d'aller faire du contentieux judiciaire, alors que c'est extrêmement important pour la construction d'un état de droit. Les services sociaux de base aussi posent problème. Quand vous avez un problème d'accès à l'école, un problème d'accès à la santé, est-ce que vous êtes en mesure de voir ce qui ne va pas du côté de la garantie de vos droits? Alors que ça fait partie de l'existence même d'une constitution. Depuis l'article 16 de la déclaration de 1789, on a pu voir que l'article 16 disait que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc, quel est le sens de nos constitutions si nous avons du mal à aller combattre et acquérir les droits, exercer nos droits? Quel est le sens de nos constitutions quand les pouvoirs au gouvernement, quand le parti au pouvoir dit qu'il faudrait une parfaite négation de toute opposition? Ça, c'est un problème. L'opposition est dans l'organisation naturelle d'un état de droit. L'opposition va devoir faire un contrôle a priori, a posteriori et à tous les niveaux de ce que le pouvoir fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on va réduire l'opposition à sa plus simple expression. On ne peut pas dire, et c'est de la même manière qu'on a réduit la société civile à sa plus simple expression. On a cherché, oui, sans le dire ouvertement, on a cherché à décapiter toutes les grandes têtes de l'opposition, d'une manière ou d'une autre, en offrant à certains journalistes des postes à l'étranger, c'est connu, hein, c'est ce que je dis là. Je dis rien de nouveau, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème majeur. C'est le problème de vouloir, à travers cet hyper-présidentialisme, de vouloir conserver l'ensemble des pouvoirs au sein du parti, en fait. C'est le parti, il faut le dire comme tel. Donc, le président de la République est chef de parti. La question du mandat unique règle cette question. Si vous avez un seul mandat unique, vous n'avez pas intérêt à faire la cour à vos partis, à votre clientèle politique, parce que vous n'avez pas besoin de leur électorat, justement. Même si c'est au bout de 7 ans, 8 ans, vous allez faire focus sur votre travail, sur ce que vous avez comme programme, mais vous n'allez pas chercher à acquérir leur électorat. Donc, l'école qui est malade, donc là, je ne vais pas y revenir. Je pense que ça a été assez dit par le professeur Penabo. L'université, surtout, nos universités ont des problèmes de politisation. Si au sein de l'université, on a un service très important qui s'appelle COUD et qui est politisé systématiquement, celui qui dirige le COUD est dans le parti au pouvoir. Et systématiquement, il va amener une clientèle politique. Il va avoir autour de lui des étudiants qui seront régulièrement payés pour faire non, il faut qu'on sorte la politique de l'université. Je ne dis pas que les étudiants ne vont pas être des politiques, si.
Ce sont des futurs citoyens. Il faut qu'ils fassent la politique. Mais qu'il y ait un cadre qui permette le travail et la politique. Et c'est fort possible. Nous, on a été à l'université, mais on n'avait pas ce système-là. La prise en charge des couches vulnérables aussi pose problème dans cet état de droit. Surtout les femmes. Bon, c'est vrai qu'il y a la loi sur la parité qu'on a tous saluée, mais au-delà de cette loi, il y a un cadre juridique au plan international qui est tellement favorable à l'épanouissement des droits des femmes, mais qu'on n'en parle pas. On n'en parle surtout pas. Je peux prendre l'exemple, toutes les conventions pratiquement ont été signées par le Sénégal, hein, toutes les conventions. Toujours, ce sont de belles déclarations, une belle place pour la femme, mais dans la réalité des politiques publiques, dans leur définition, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Je prends l'exemple de la charte africaine, la CADEC, la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, qui donne une place éminemment importante aux femmes, mais qui n'est pas appliquée dans nos pays. On n'en parle pas. Il y a le protocole de la CEDEAO aussi. Il y a d'autres conventions, je m'en arrête là, mais les femmes ont toujours du mal à trouver la place qui leur revient dans cette société-là. On a pu aussi installer des cellules genre au niveau des ministères, au niveau de l'université, mais ça tarde à décoller. Parce que c'est comme si on avait une certaine honte de donner du pouvoir aux femmes, alors qu'elles représentent plus de la moitié Aujourd'hui, par exemple, à l'université, l'unité de travail des organisations de société civile qui, depuis plus de 20 ans, ont convaincu les parents à laisser les filles aller à l'école, mais il n'y aurait pas d'étudiants. On a plus de la moitié maintenant des enfants qui sont des filles et elles travaillent très bien. Donc, il faudrait casser ces préjugés-là et laisser la gente féminine prendre son envolée. Au niveau de l'UQAD, par exemple, nous avons eu la chance aujourd'hui de constater qu'il y a beaucoup de directions centrales qui sont dirigées par les femmes. On a eu l'année dernière, il y a 3 ans, une doyenne femme. On a aussi beaucoup de recteurs Kodomar, Kumba Kantouré. Franchement, l'enseignement supérieur, depuis le magistère du professeur Marito, il croyait aux femmes quand même, ça il faut le dire. On a pu avoir une lâchée, devrait-on dire, de ces femmes-là qui occupent maintenant des fonctions importantes dans l'enseignement supérieur. Donc, un cadre juridique favorable, un cadre institutionnel favorable, d'autres couches vulnérables aussi, les enfants, elle en a parlé tout à l'heure. Les enfants talibés augmentent chaque année. Maintenant, ils viennent de Mali, de Guinée, ils ne viennent plus de Sénégal tout court, hein. Ils viennent de la sous-région et même du Niger. On a pu voir le rapatriement fait par le président Bazoum. Donc, le cadre institutionnel aussi, il y a l'observatoire, il y a le ministère de la Femme, etc. Mais il y a toujours un problème d'opérationnalisation. Maintenant, je vais parler un tout petit peu du contrôle citoyen. En fait, on peut avoir, parce qu'au Sénégal, on avait tous cru qu'on ne pouvait plus revenir en arrière sur les questions d'élection. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que rien n'est acquis dans une démocratie. Il faut toujours chercher à consolider. Quand bien même qu'après les élections, après avoir mis en place cette alternance, on travaillait sur les questions de contrôle citoyen qui peuvent être juridiques. On peut avoir de plus en plus les associations maintenant saisissent la justice pour le règlement de leurs différends avec l'administration. Donc, qui peut être politique à travers le lobbying au niveau de l'Assemblée, qui peut être juridique, qui peut être aussi ce contrôle-là fait à travers les organisations de la société civile. Mais ce contrôle citoyen ne peut se jouer que si le minimum d'accès aux services de base, le minimum de développement personnel, de développement humain est garanti par l'État. L'objectif de l'État, rappelons-le, est l'épanouissement des populations.
On n'a pas mis en place l'État pour leur donner de belles bâtisses, de belles voitures, tout court. Il faut que l'État serve à quelque chose. C'est pourquoi quand on nous convoque à des rencontres pour parler de gestion axée sur les résultats, moi, ça me fait rire. C'est juste pour justifier des fonds, mais on sait qu'on ne peut pas rendre opérationnelle cette politique-là. La définition des politiques publiques pose problème. Comment on peut parler de gestion axée sur les résultats? Je ne me rappelle plus. Oui, Vous avez... Ne me rappelle plus, je m'en occupe. Il vous reste 3 minutes. Oui, j'ai presque fini, Madame la Présidente. Donc, il nous faudra aujourd'hui faire, pour ce qui est des droits des femmes, faire une petite revue, revisiter donc les conventions pour voir ce qu'il y a de mieux à poser sur la table et puis faire une évaluation de la loi sur la parité. Après quelques années d'application, à quoi on peut s'attendre sur cette loi-là et faire peut-être, à partir de cette question-là, de cette revue-là, avoir une vision prospective des droits de la femme. Je vous remercie, Madame la Présidente.